Quart d'heure techno. Les ondes de choc du progrès se rapprochent de nous. Mais tout cela, c'est déjà dépassé. Revenge of the Nerds. Les jeux vidéo sont partout. Alors quel est le rapport entre la chanson et la micro-informatique? Je vois pas tellement a priori moi. Car un beau jour, il y a eu la révolution. Amiga 500. Quart d'heure techno avec Mathieu Roy. Et avec Paul Oud, animateur et bien sûr acteur et un collègue de travail, Paul. Merci beaucoup de m'accorder un peu de temps. Un plaisir, Mathieu. T'es nerd depuis quand même très longtemps. Te souviens-tu de ton premier contact avec la techno? Oui, ça a été une calculatrice Hewlett-Packard pour laquelle j'avais déboursé une fortune. Ça veut dire quoi une fortune pour une calculatrice? 400 piastres dans les années 70. Quand t'es étudiant, j'étais étudiant en Polytechnique, mais écoute, elle permettait de faire des opérations comme des racines carrées. Ouais. Ça, c'est quelque chose. Et je n'avais pas les moyens de me payer le modèle supérieur qui, avec une petite languette noire, était programmable. Tu pouvais réaliser des équations avec ça, mais programmables. Donc, ça a été mon premier contact. Ben, je pourrais dire que mon premier contact, dans le fond, c'est pas vrai, a été au secondaire avec une règle à calcul. Ouais. Bon. Alors, c'est pas très techno, la règle à calcul. Non, mais ça faisait le travail. C'est vrai, c'est vrai. Ordinateur, te souviens-tu du premier ordinateur? Parce qu'à l'époque, si on remonte aux années fin 70, début 80, les consoles de jeux vidéo, c'était pas très populaire. C'est-à-dire que c'était marginal encore. Mon premier ordinateur a été un IBM. À l'époque où IBM pensait que la compagnie ferait de l'argent dans le hardware, c'est-à-dire en vendant des micro-ordinateurs. Et écoute, je pouvais pas avoir... Je vais te donner un exemple. Moi, je suis de la génération DOS 1.0. Ah, là, par contre, je connais DOS, mais 1.0. Oui, mais j'étais là au tout début de Microsoft, finalement. Ouais. Et cet ordinateur-là, en 81, n'avait pas de mémoire de stockage. J'avais seulement des disques souples qui comptait quoi, 64, 128K? Il y avait rien là-dedans, mais il y avait quand même suffisamment d'espace pour loger ton traitement de texte et tes documents. Oui, mais ça s'arrêtait là. Et j'ai payé avec l'imprimante et un modem. J'avais un modem en 81. J'ai payé 13 000 $. Est-ce que tu sais ce que c'est? Doublé, c'est quasiment mais ça n'a pas de sens. Quelques mille. L'argent que j'ai laissé... en voulant avoir mais un gadget. Avais-tu du plaisir pour 13 000 $? Oui, j'en avais. Pour 13 000 $, parce que immédiatement, le modem qui fonctionnait à une vitesse tellement lente que ça n'avait pas de bon sens, et il fallait qu'il y ait quelqu'un qui réponde à l'autre bout de la ligne si tu tendais une perche. Puis un samedi soir de 81, je me rappelle, lentement, j'écris en anglais un message « Is there somebody there? » C'est un peu comme la chanson de Pink Floyd. « Is there somebody there? » Et il y a une fille du Texas, à Lubbock, Texas, qui me répond. Je criais, c'était... Écoute, je suis avec mon ordi dans le sous-sol et on se parle ce soir à Lubbock, au Texas. Et là, pour les plus jeunes, quand tu dis on se parle, c'est on s'écrit. On s'écrit. Et c'est lent. C'est lent. Les accents ne suivent pas. Et immédiatement, j'ai raffiné mes opérations de recherche sur le modem. Et je suis entré à bien des places. Ah oui? Où je ne peux pas rentrer. Pas juste nerd, t'as été pirate aussi à tes heures. J'ai pas été ce qu'on appelle un hacker proactif. J'ai été un hacker voyeur. Tu constatais les failles. J'ai été un hacker voyeur, je répète. Une anecdote. Où as-tu bien pu entrer? Bien des compagnies avaient comme mot de passe Hello, Hi, Good morning, Good night. Alors, moi, j'avais fait un petit programme en boucle que j'allais me coucher le soir et mon modem signalait en utilisant différents mots de passe. Une fois sur deux, tu allais à la pêche et tu ramassais une compagnie dans laquelle tu pouvais rentrer et tu pouvais aller voir pas mal de choses. Et à un moment donné, je suis rentré dans le système de réservation international en Illinois et où là, on avait la liste des passagers, mais ça n'a pas duré longtemps. Aïe, aïe, aïe. Eux autres sont aperçus qu'il y avait une
Une intrusion. Oui, mais en 81, je te dirais que la cybersécurité, c'était pas un terme qui existait. Ben non, il n'y avait même pas de web en 81. Non, il y a la grande compagnie française qui avait eu affaire à des hackers, je me rappelle, ça avait fait toute une histoire. Ciment Lafarge. Lafarge, c'est très gros, hein? Et les hackers étaient entrés et avaient diffusé toutes sortes de fausses payes aux employés. Alors, il y avait des employés qui recevaient une paye de 290 000 $, puis un autre employé recevait 1,17 $, et tout ça. Il avait foutu le bordel là-dedans avant qu'on mette un peu d'ordre. Mais en 81, tu peux te connecter pas partout. Tu faisais pas de transactions en ligne, tu faisais pas de jeux en ligne. C'est venu 2 ans plus tard, donc 83, où là, certains services ont commencé à apparaître. Et à un moment donné, j'ai fait un voyage avec ma femme. On allait à Washington et on continuait en Virginie. Et j'ai dit à ma femme, je vais te démontrer qu'à l'aide de mon ordinateur, je vais être capable de réserver l'hôtel, réserver la voiture et en plus réserver une place au restaurant à Virginia Beach. Là, c'est pas très convivial. T'as pas des sites web où tu cliques ou Pas d'hyperlien. C'est que du texte. Que du texte. Pas d'image, pas d'hyperlien qui t'amène directement sur... Il n'y a pas de site web, on ne parle pas du web, on ne parle pas de ça. Non. Alors, c'est simplement du texte et évidemment, là, tu sais si c'est le texte, puis après ça, tu retournais et tout a fonctionné. J'ai pu réserver mon hôtel, j'ai pu obtenir la voiture, sauf que la seule erreur, c'était pas le type de voiture que j'avais demandé. Mais elle a été très impressionnée, ma femme, quand on est arrivé au restaurant et qu'ils avaient ma réservation. Ouais. L'hôtel aussi a été réservé comme ça. Wow. Puis personne n'a téléphoné après pour être certain que vous aviez la réservation avant de vous rendre. Là. Ben, peut-être ma femme l'a pas dit, puis elle a téléphoné. Juste pour s'assurer que... Ah non, c'était extraordinaire. Cette période-là de la micro-informatique était formidable parce que tu étais seul à faire des choses. Ah oui, ben j'ai pas connu ça, évidemment, mais j'ai connu, moi, les premiers balbutiements d'Internet. Puis il y avait MIRC qui était exactement ça. C'était des forums où on allait rencontrer des gens, où on apprenait. Donc, il y a une grosse partie de ton apprentissage informatique, ça a été autodidacte. Essai-erreur en parlant avec des gens, des lectures. Oui, il y avait dans les années 80 un système payant de transmission d'informations qui s'appelait CompuServe. Oui. Et il y avait également une compagnie rivale qui s'appelait The Source. Tu t'abonnais. Ça coûtait à peu près 10$ par mois. Et là, tu avais accès au fil de presse et des choses comme ça qu'on ne pouvait pas imaginer à l'époque. Et puis après ça, début des années 90, sont nés les premiers balbutiements des moteurs de recherche du web. Le Gopher de l'Université du Minnesota et le Web Crawler. OK? Alors, pas très convivial, pas beaucoup d'images, pas d'hyperliens, mais t'embarquais là gratuitement sur une quantité d'informations qui t'amenait ailleurs. Donc, et tout ça s'est enchaîné à une vitesse folle. Il y a eu Yahoo, la Toile du Québec, Google a débarqué. Et n'oublie pas également les premiers serveurs ici, auxquels tu devais t'habituer. Et tu t'abonnais avec eux. Et puis là, il y avait le signal que tu entendais sur le modem. Un bruit de sorcière morte. Là. Et, selon moi, Mathieu, je le dis modestement, mais je le dis avec conviction, notre monde a complètement changé. Tout ce qu'on est aujourd'hui, il y a une composante qui vient de 94-95 avec la naissance de la toile, l'Internet et la démocratisation de l'information. Quelqu'un qui a 40 ans aujourd'hui, qui a connu les années 90 puis la progression fulgurante de la technologie, est-ce qu'on peut dire qu'il a à peu près tout vu en matière de technologie? Il lui manque les années 80, mais c'était un peu anecdotique. C'était un peu anecdotique. Et on ne l'a pas vu venir. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui tentent de légiférer là-dessus. On s'en est beaucoup parlé, toi et moi. Et non, c'est trop tard. On a sorti le génie de la bouteille, où on pourrait dire Pandore est sorti de la boîte. C'est incontrôlable maintenant. Est-ce que, selon toi, c'était mieux dans les années 80-90, avant l'Internet? Oui, sais-tu pourquoi? Parce que quand tu avais accès à ça, tu étais tout seul. Moi, j'avais acheté une grosse antenne parabolique au début des années 80.
Alors, je voyais des choses en direct, non censurées, sur à peu près une douzaine de satellites. Cette petite période geek que j'ai eue, d'avoir une grosse antenne parabolique avec un ordinateur, me donnait un avantage sur ceux qui ne l'avaient pas. C'était plus que. C'était pas juste un style à être geek, c'était vraiment carrément un mode de vie. Oui. Il fallait que ça soit en toi. Là. Oui, et les gens venaient veiller chez moi. Parce que j'étais comme une sorte de Disney World techno. Alors, ils venaient voir le Canadien jouer. Parce que c'était pas tous les matchs du Canadien qui étaient télédiffusés à l'étranger. Tu avais le signal de New York. J'avais ce qu'on appelait le clean feed, c'est-à-dire le signal qu'on envoie au diffuseur. Ouais. Fait que j'entendais mon frère entre les publicités, j'entendais les gens parler, tout ça, et j'avais une image d'une pureté. Ça venait directement de l'espace. Est-ce que les jeux vidéo, ça a été aussi une curiosité quand c'est arrivé? Oui, énormément. Moins pour moi, mais pour moi, l'industrie du jeu vidéo est en parallèle du développement du web. Il est tout aussi important parce qu'il a accompagné le développement du web. Alors donc, le jeu vidéo est venu appuyer ça. Et puis, regarde où on est rendu aujourd'hui. Mais probablement que c'était le premier appareil techno aussi qui rentrait dans les maisons. C'est-à-dire qu'avant l'ordinateur, souvent, les gens avaient une console, peut-être. On dirait que c'était plus familial d'avoir une console. Oui, et tu y allais selon tes budgets. Aussi. Moi, j'ai dépensé une fortune. Peut-être que je ne referais pas ça aujourd'hui. Écoute, quand tu dis 13 000 pour un ordinateur qui n'a pas de mémoire pratiquement, puis qui souvent sautait, puis tout ça, qui avait tout ça, il figeait souvent. Le IBM premier, première génération. Alors, dans les jeux vidéo, il y avait quoi? T'achetais un Commodore? Un Commodore 64. Le PET. Oh. Tu te rappelles pas de ça? Non. Première console de jeu. Et écoute, c'était complètement fou parce que la maison mère de Radio Shack, Tandy, avait fabriqué un ordinateur, mais tellement cheap. Écoute, t'avais pas de mémoire. Et c'était une cassette 4 pistes qui faisait fonctionner la mémoire dite vive. Alors, avant d'aller retrouver de l'information puis déclencher un programme, il fallait qu'il rebobine et qu'il retourne. C'est ridicule. Mario Bros, moi, je pense, a été un moment très important dans l'histoire du jeu vidéo parce que c'était cher, c'était pas encore convaincant pour pas mal de monde. Atari avait sorti aussi le jeu E.T. qui est considéré encore aujourd'hui comme un des pires Atari jeux. a été une des consoles pionnières. Oui, absolument. Mais Nintendo, je pense, a été un vecteur d'accélération là, incroyable avec son Mario Bros. Là. Mais quand c'est arrivé, c'est devenu une folie furieuse. Notamment à la période des fêtes. Ouais. Le cadeau que tu donnais, c'était un jeu vidéo, une console de jeux vidéo. Mais comme dans les années 70. Ça coûtait cher, attention. Là, moi, là, c'était un cadeau. Il avait fallu que ça soit le cadeau de mes deux frères et moi. C'est ensemble. On voulait pas un cadeau individuel. On voulait un cadeau de groupe et c'était une Nintendo. Exact. Comme au début des années 80, moi, j'ai hésité longtemps entre le premier appareil d'Apple, le Apple II. Ouais. Le Apple II coûtait moins cher que l'IBM. Alors, j'ai opté pour IBM parce qu'il disait qu'il y avait plus de programmes à l'époque et tout ça. Mais encore là, c'était tout un investissement. C'était... et quand sont arrivées les premières consoles de jeu, moi, j'en connais des enfants qui ont eu ça la nuit de Noël puis qui jouaient encore la nuit du jour de l'an sans interruption. Ah, c'était complètement addictif. Tu veux voir quoi pour les 5-10 prochaines années en matière technologique? Là? Qu'est-ce que tu veux voir se déployer rapidement? Bonne question. Bonne question. On pense toujours qu'on a tout vu. Moi, je crois qu'il y a place à l'amélioration, quoique les progrès ont été très forts, sur la géoposition, les GPS. Déjà, avec des applications comme Waze, on a fait des pas de géant. On n'a pas besoin de payer 1500 $ pour acheter un GPS. Malheureusement, pour des compagnies comme Magellan ou des compagnies comme Rand McNally. Au moins, Garmin fait des montres d'activité. Là. Au moins, on essaie de se repositionner. Il y a encore place à une interaction encore plus extraordinaire. Quoique Waze, gratuitement, a amené le niveau d'utilisation d'un géopositionneur au point où tu embarques, tu demandes ta destination, les cartes sont remises à jour et ils te disent, en chemin, il y a un McDo, aimerais-tu t'y arrêter?
Alors là, on n'est pas loin de l'ultime. Puis la force du groupe de Waze fait en sorte que l'application est de plus en plus précise. Alors moi, je crois que c'est ça, parce que je suis géographe de formation, donc on n'arrêtera jamais pour moi d'améliorer le géopositionnement. Google Maps, c'est aussi une de tes On s'en est applications. souvent. Hein? Alors, on s'en est souvent parlé de Google Maps. Voilà une belle application qui a évolué. Ouais. On peut pas dire autant de certaines applications. Les fameuses cartes d'Apple, là, c'est pas leur force. Ça. Ouais, non, ben, en ce rappelles? moment, Google Maps, c'est pas mal seul. Apple tente de cartographier. Là, ils ont fait une partie de l'Amérique. Là, ils vont aller en Europe. Mais, je veux dire, Google... Mais Google Maps a très bien évolué. Complètement, avec son grand frère Google Earth aussi, qui est complètement bluffant. Là. Ouais. Aïe, aïe, aïe. C'est toujours un plaisir, Paul. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Mathieu. On va se reparler, c'est bien certain. C'est toujours fascinant. Je l'espère. Bye. C'était Quart d'heure techno avec Mathieu Roy. D'autres épisodes disponibles sur la balado de Quart d'heure techno.